je peux vous dire que je ne comprends toujours pas. Qu'il fallait un geste fort pour placer les gens face à leurs responsabilités, que le mur de la dette exigeait une telle démarche. Mais ce qui est nécessaire quand on fait face à un problème grave, c'est d'apporter une solution qui est réaliste et crédible. Et ça suppose une capacité à accepter un fait simple, mais qui ne semble toujours pas être accepté par les dirigeants de ce pays, c'est qu'il n'y a pas de majorité. Et que donc, ce qui est réaliste, c'est d'être capable de construire un processus de négociation pour obtenir une majorité pour un budget. Ça veut dire que vous êtes obligé de prendre ce que réclament, exigent vos oppositions. Et donc, ça supposait un processus au courant du mois de septembre qui aurait pu aboutir soit à un compromis, soit à une censure, mais en laissant la chance à la discussion, au dialogue, au rapport de force et à la démocratie parlementaire. Et vous avez dit que c'était les Français qui étaient responsables de la dette ? Il ne l'a pas dit là, il l'a dit dans les médias. Nous, il ne nous a pas dit. Il nous a pas dit que c'était les Français qui étaient responsables de la dette. En l'occurrence, c'est Macron. Voilà. En l'occurrence, nous, par contre, on a rappelé que 1000 milliards de dettes de plus et que ce n'était pas à destination des Français les plus pauvres toujours qu'il y avait des mesures qui grévaient les finances publiques, puisque ceux qui ont le plus bénéficié des 8 dernières années, il est évident que c'est ceux qui en avaient déjà le plus. Donc, nous, la position, elle est très simple. S'il y a un vote le 8, il n'y a pas de confiance à accorder et de chèque en blanc à signer. C'est impossible. C'est impossible. Donc si le Premier ministre veut qu'il y ait une négociation, eh bien il faut venir devant vous, là, maintenant, là, et dire c'était une erreur, il n'y a pas de vote le 8, on ouvre un processus de négociation et on verra à la fin. Mais on ne peut pas exiger de nous qu'on signe un chèque en blanc, alors même que la copie qui est présentée en juillet, et je laisserai Aurore en parler dans le détail, mais est sur la question de l'enveloppe générale du 44 milliards ou sur la manière dont est réparti l'effort, inacceptable pour nous et que nous l'avions dit, tout en disant aussi que nous étions prêts à négocier. Nous ne voulons pas le chaos. Ce que nous voulons, c'est que la France ait un budget. Et nous voulons que ce budget soit à la fois réaliste, qu'il prenne en considération la gravité de la dette, mais qu'il soit aussi juste. Juste. Parce qu'en fait, à la fin, c'est la justice qui est réaliste. Est-ce que François Bayrou a tenté de vous faire une dernière proposition pour n'a pas encore fait dans l'immédiat d'avoir de vote ? Il a dit qu'il était ouvert à discuter, mais le problème, c'est que la discussion, elle ne peut pas durer 1 heure ou 1 semaine. Elle doit être un processus de négociation. C'est ce que nous avons rappelé, et que donc, du coup, eh bien, on se retrouve dans une situation où tout le monde dit qu'il est ouvert à discuter, mais la vérité, c'est qu'il n'y aura pas de négociation s'il y a un vote le 8, ce qui exige un chèque en blanc sur quelque chose que nous rejetons à la fois sur la dimension de l'effort et sur la répartition de l'effort. Mais ce qui est certain, c'est que s'il y a un vote le 8 maintenu, c'est une porte fermée à un processus de négociation. Donc il n'y aura pas de confiance. C'est aussi simple que ça. Il n'y aura pas de confiance le 8. Par contre, il peut y avoir un Premier ministre qui arrive et qui vous dit je lance un processus de négociation qui aboutira ou pas à une censure, mais ce qui suppose de ne plus se présenter un chèque en blanc le 8. Proposition de négociation, monsieur. Vous soutiendrez un gouvernement de gauche ? Est-ce que vous soutiendrez un gouvernement de gauche ou qui peut venir du socle commun également ? Moi, j'ai dit la même chose, nous avons dit la même chose depuis le 7 juillet 2024. Des fois, j'ai l'impression, sérieusement, que je ne m'exprime pas en français. Donc peut-être pourriez-vous certifier que la langue que je parle devant vous est bien le français, celle que j'ai apprise depuis mon plus jeune âge, qui est la mienne. Et il me semble que mon français est assez clair. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, nous le répétons. Donc, nous voulons, et nous espérons, d'ailleurs, qu'à un moment, il y ait une majorité de gauche. Nous voulons et nous espérons que la personne qui sera chargée, si jamais il n'y a plus de gouvernement Bayrou le 8, soit de gauche. Mais ce que nous voulons surtout, c'est qu'il y ait
un dialogue qui s'installe et qu'en fait, on essaye réellement d'avoir un budget pour ce pays. Parce que pour les Françaises et les Français, ce qui se passe, c'est que l'incapacité de la classe politique à agir de manière responsable et rationnelle, à prendre en compte la réalité désormais des rapports de force à l'Assemblée, eh bien, produit des conséquences catastrophiques. Parce que ce que vous savez, c'est que l'instabilité politique, ce n'est pas simplement un sketch qu'on peut commenter, ça a des conséquences concrètes immédiates. Mais pour les entreprises, pour les Françaises et les Français, sur la consommation, sur la confiance qui nous est accordée par les partenaires européens. Vous savez, si la France a une classe politique qui n'est pas capable de produire un budget, là, dans les semaines qui viennent, il n'y aura pas d'alternative à un retour aux urnes. C'est une évidence absolue, avec tous les risques que ça comporte, avec l'instabilité que ça produit, avec l'incertitude que cela crée. Et donc tout ça a des conséquences. Donc nous, ce que nous disons, c'est que nous viendrons à une table de négociation avec nos propositions, et elles sont de gauche, mais que nous savons qu'il n'y aura pas une majorité soudaine sortie du chapeau de gauche. Donc on n'arrivera pas à mettre en place un projet. Vous savez, les grandes transformations, les grandes réformes, les projets pour le pays, ils seront tranchés au moment des élections nationales. Ce sera ça. En attendant ces élections, pour les préparer dans les conditions les moins dures possibles, il faut voir si on arrive à avoir une stabilité avec une absence de majorité. Et dans ce cas-là, nos propositions, elles seront réalistes, elles seront fondées sur un esprit de justice, de prise en compte de ce qu'est la dette, de la nécessité d'être sérieux, mais sur ce fait simple qui semble être oublié par le gouvernement, c'est que la seule manière d'être sérieux, c'est d'être juste. Juste un tout petit point, pour rappeler que ce qu'on a dit au Premier ministre, et ce qu'on va dire d'ailleurs à toute la classe politique, c'est qu'il faut arrêter avec les discours catastrophiques sur la dette. D'accord ? Oui, on a un problème d'endettement. Ce problème, il est parfaitement gérable. Et à force d'entendre des punchlines, tout et n'importe quoi sur la dette, on va se créer de vrais problèmes. Donc ce qu'on a dit au Premier ministre, c'est on a besoin de stabilité politique. On a besoin d'arrêter avec les discours qui font peur à tout le monde, qui font peur aux Français, qui font peur aux entreprises, qui font peur aux marchés financiers, et qu'on a besoin d'un contrat de stabilité. D'accord ? On doit se mettre d'accord sur 120 milliards sur 5 ans. On n'a pas besoin de 44 milliards, et je le dis en tant que présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. D'accord ? On n'a pas besoin, là, tout de suite, de 44 milliards. On a besoin d'une trajectoire, en revanche, qui soit crédible et sérieuse et juste. C'est ça dont on a besoin. En fait, le problème de la France au niveau européen aujourd'hui, c'est sa perte de crédibilité au niveau de la parole politique. Pourquoi ? Parce que soit on dit que tout va bien, façon Bruno Le Maire, et à la fin des fins, on découvre que tout va mal. Soit on dit qu'on va faire 60 milliards d'économies façon Barnier, et en fait, on se rend compte que non, pas du tout. Donc là, on a besoin d'un peu de sérieux. Et 44 milliards, je suis désolée, ça n'est pas sérieux. Et on doit pouvoir la négocier. On sent qu'il n'y a pas trop de marge de négociation de ce point de vue-là. Mais c'est ça dont on a besoin aujourd'hui déjà. Pouvoir négocier le montant et pouvoir négocier les principes. Qui, aujourd'hui, dans ce pays, peut faire cet effort ? On doit faire un effort ensemble. Qui peut le faire ? Eh bien, ceux qui ont profité de l'ère Macron. Qui sont-ils ? Ce sont les ultra-riches, ce sont les grandes entreprises. En revanche, les salariés, les classes moyennes, on doit les protéger parce qu'ils ont perdu en pouvoir d'achat. C'est ça qui doit guider aujourd'hui les principes de négociation. Et à partir de ce moment-là, nous, on est ouverts. On peut augmenter la flat tax, on peut aller dans la technique, on peut faire la taxe Zuckman, on peut trouver d'autres solutions, on peut revenir à l'ISF, qui était après tout une très bonne taxe. On est ouvert à la négociation. Mais il faut qu'on parte, pour le coup, sur un constat partagé. Et on sent que c'est là que ça bloque. Et on a aussi besoin d'avoir une ouverture du côté du Premier ministre, savoir s'il est prêt à négocier ou pas. Et comme l'a rappelé Raphaël Glucksmann, un geste vis-à-vis du 8 septembre serait le bienvenu. Attendez. Il y a le Premier ministre et il y a aussi le Président de la République. Parce que ce qui semble clair désormais, c'est que les marges de manœuvre laissées au Premier ministre, quel qu'il soit, doivent être très claires. Il n'y aura pas de compromis possible sur un budget sans revenir sur la politique fiscale qui a été menée ces 8 dernières années. Je veux dire, c'est une évidence. Si on dit
la dette est un problème grave, si on dit il faut de la justice et de l'efficacité, si on dit il faut du sérieux, alors cela supposera de changer la politique fiscale qui a été menée. Or, ce qu'on entend, c'est qu'à l'Élysée, ça semble être très compliqué à admettre. Mais ce qu'il faut admettre, c'est que ça fait désormais très longtemps qu'il n'y a pas de majorité pour appliquer une politique macroniste. Donc ça veut dire que les politiques doivent changer. C'est pas être un opposant pavlovien que de dire ça, c'est être réaliste. Vous ne pouvez pas espérer continuer la même politique sans avoir de majorité à l'Assemblée. Pourquoi est-ce que soudainement, les gens qui n'étaient pas d'accord avec cette politique viendraient en soutien sous finalement le seul motif qu'ils ne veulent pas de crise? Non. Si on parle de responsabilité, il faut que ça vienne d'abord de la tête de l'État. Et la première des responsabilités, eh bien, c'est de prendre en compte la réalité politique qui est d'ailleurs produite par un acte totalement irresponsable, qui est la dissolution du 9 juin 2024. Il y a la possibilité qu'il n'y ait pas une motion de confiance le 8 septembre. Préparer l'après-Bayrou, est-ce que vous répondez favorablement à cet appel? Je l'ai dit, c'est pareil, j'ai l'impression de parler français. Je l'ai dit une fois, deux fois, trois fois, je vais le répéter. Je peux le dire aussi en italien, en allemand, en espagnol, si vous préférez. Mais pour nous, il n'y a pas de possibilité ni de gouverner, ni d'aller proposer un projet commun aux Français avec la France insoumise. J'ai vu les aimants, j'ai vu les démonstrations physiques, mais je vous le dis. Non, mais je vous le dis. Déjà, il n'y a pas de possibilité d'impact commun. Ensuite, qu'on œuvre pour obtenir, dans des négociations qui doivent avoir comme but d'avoir une majorité, ce que la gauche n'a pas, hein, au moment où on se parle, eh bien, pour obtenir le maximum de réformes justes pour les Français, y compris dans la constitution de ce budget, de dire que nos principes, c'est ceux de la justice, là, on peut avoir des initiatives communes. Mais encore une fois, pour nous, la situation est très claire, parce que j'entends les appels à l'union. Ce que je dis, et j'entends même la critique sur les égos des uns et des autres. Moi, ce que je dis et ce que je répète, c'est qu'en fait, quand il y a des visions qui sont antithétiques avec la France insoumise, eh bien, il faut qu'on ait une clarté stratégique totale. Mais non, s'il y a la France insoumise, non, mais... Il y a la possibilité que finalement il n'y ait pas une motion de confiance le 8 septembre, Bayrou a évoqué cette possibilité. Écoutez, nous, ce qu'on a dit, c'est que s'il y a une motion de confiance ou un vote le 8 septembre, eh bien, le résultat, il est absolument limpide et clair. Et pourquoi? Parce que c'est une invalidation d'un processus de négociation. Et que, dans ce pays, on ne sait pas négocier et, par ailleurs, on s'assoit sur le dialogue social. Et que ça a fait, pendant 8 ans, ça a fait quoi? Ça a brutalisé les institutions et qu'on arrive à un bout de cycle. La vérité, c'est qu'on arrive à un bout de cycle. À la fois dans la verticalité institutionnelle, la concentration des pouvoirs, et aussi dans une classe politique où on a l'impression que tout le monde veut son moment de Gaulle. Pourriez-vous participer à un gouvernement de coalition? La question, elle est absolument pas là pour moi. Vraiment pas. Et donc, je vous le dis très, très clairement. J'ai fait... Ah, mais c'est ça la politique en France, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'à chaque fois, on veut passer en force. Mais même quand c'est condamné à l'échec, moi, j'ai un petit garçon qui est en train d'apprendre le calcul. Donc, je fais beaucoup de maths. Hein. Pas des maths super compliquées. Hein. Truc 1 plus 7 plus 9 plus 15 plus machin. Donc, je regarde et je vois. Hein. Bah, franchement, c'était sûr que ça allait se passer comme ça. Je vais te compter. Donc, cette négation du réel est vraiment quelque chose de sidérant. Avec Aurore, on a l'habitude des négociations difficiles au Parlement européen, mais au moins, même quand il y a une forte confrontation idéologique avec la droite, au moins on a l'impression que chacun part de la réalité politique qui peut conduire à un accord ou pas. On compte les voix. On compte les voix et ensuite on est dans le rapport de force. Ici, c'est pas ça. Et il va falloir des changements institutionnels, et ça, on les portera devant les Français. Lesquels?
des changements institutionnels sur la verticalité du pouvoir, sur la présidentialisation extrême de la vie politique française, mais des changements donc de refondation institutionnelle et de refondation démocratique, mais aussi, je vais vous le dire, et très calmement, une révolution mentale dans la manière dont les politiques approchent les choses. On a l'impression que tout le monde devient dingue sur l'élection présidentielle et qu'à chaque moment où vous avez des caméras devant vous, les gens se disent « Pourquoi pas moi hein? Pourquoi pas moi ?» Là, si je fais un geste d'éclat, eh ben, c'est mon destin. Mais arrêtez, quoi. Enfin, à un moment, on a un pays qui s'appelle la France et c'est son destin à ce pays qui devrait être notre préoccupation principale. Et ce destin, honnêtement, il est mal parti au moment où on se parle. On est dans un pays où les gens ont le sentiment justifié d'être en déclin, de subir l'injustice, de ne pas arriver à finir le mois, où ils ont l'impression qu'il n'y a plus de projet collectif qui nous unit, où on a de la tension partout et dans tous les sujets. Alors à un moment, en fait, quand on est dans une situation historique aussi grave, pour son pays, mais pour l'Europe en général et pour la démocratie en général à travers le monde, eh bien, un peu moins de dessin grandiose personnel et un peu plus d'humilité et de capacité ou pas à produire un dialogue. Vous avez dû croiser au Rassemblement national, est-ce que vous avez pu échanger avec eux? Non.